Et en France, les Français sont assez pessimistes. Je pense que c'est vraiment une nature. Les Français ils râlent tout le temps. Ils ont tendance à voir plutôt la bouteille à moitié vide. Et donc, ils sont assez pessimistes, ils n'ont pas confiance dans l'avenir, ils sont persuadés que l'avenir sera plus sombre. Bah, quand on a une vision négative de l'avenir pour le pays ou pour l'humanité, bah, c'est très difficile d'avoir des rêves si on est convaincu que l'avenir est sombre. Donc, c'est à mon avis assez essentiel d'avoir confiance dans l'avenir. Oui, tout ne va pas bien, évidemment, il y a des problèmes, il y a des difficultés, et oui, on avance dans le bon sens. Il faut être convaincu de ça, d'abord parce que c'est la réalité, je pense. L'humanité avance dans la bonne direction, mais aussi parce que c'est un préalable pour pouvoir rêver soi-même. Deuxièmement, c'est confiance en soi. Confiance en soi. Mais là aussi, ça ne se décrète pas. Si on n'a pas confiance en soi, c'est difficile à un moment donné de rêver à des projets, à des choses, parce qu'on ne se sent pas capable. Donc il y a une vraie question concernant la confiance en soi et comment développer de la confiance en soi. Alors, je peux suggérer une technique. C'est un petit peu, on peut penser que c'est un peu gadget, que c'est une petite technique rapide, et néanmoins, pourtant, ces effets ont été mesurés scientifiquement. Cette technique, elle est connue, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une technique qui consiste à prendre quelques minutes le soir, peut-être avant de vous coucher, et puis à penser à trois choses vous concernant dont vous pouvez être fier. Ça peut être trois actions que vous avez menées dans la journée, des événements de la journée, des actions que vous avez menées ou des émotions. Ça peut être, par exemple, vous pouvez être fier d'être resté calme alors qu'il y avait un contexte qui aurait pu légitimement vous mettre en colère. Ça peut être, je ne sais pas, même quelque chose de très simple, genre vous êtes fier d'avoir tenu la porte à une vieille dame, par exemple. N'importe quoi. Ou quelque chose que vous avez réussi professionnellement, bien sûr, mais ça peut être des petites choses ou des grandes choses, peu importe. Mais vous prenez 3 minutes tous les soirs pour penser à trois choses vous concernant dont vous pouvez être fier. Et puis, vous vous autorisez à ressentir cette fierté. Peut-être que ce sera dur au début si vous n'êtes pas câblé pour ça, si vous avez plutôt l'habitude de voir les imperfections en vous ou vos défauts, ça sera peut-être dur. Mais faites cet effort. Essayez de ressentir ne serait-ce qu'un petit peu de fierté pour ce que vous avez fait dans la journée. D'accord ? Il a été démontré scientifiquement que si vous faites ça tous les soirs pendant au moins 90 jours, donc c'est 3 mois, grosso modo, eh bien, en fait, vous allez développer de nouveaux liens neuronaux, vous allez développer une nouvelle habitude de l'esprit, une nouvelle habitude de penser, c'est-à-dire que vous allez prendre l'habitude de voir ce qu'il y a de bien en vous et prendre l'habitude de voir qu'est-ce que vous êtes, quelle est votre valeur finalement, prendre l'habitude de voir vos qualités et pas seulement vos défauts, vos imperfections. Ça a été démontré et c'est essentiel, ça va dans le sens de ce qu'on disait d'entrée de jeu, hein, apprendre à s'aimer, mais apprendre à s'aimer et apprendre aussi à avoir confiance en soi. La confiance en soi, elle est liée aussi à nos actions, à ce qu'on est capable de faire. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment essentiel, je dirais, de développer, par exemple, par ce petit exercice, à condition de le faire tous les jours, hein, pour vraiment développer de nouveaux liens neuronaux, développer cette confiance en soi, puis cette confiance dans le monde qui nous permet de rêver. Parce que le rêve, comme tu l'évoques, Karim, est essentiel pour ensuite pouvoir concrétiser des choses et aller de l'avant. Ton écriture est peut-être venue également d'un rêve. Il y a un certain nombre de questions qui tournent autour de ce que tu écris. Comment t'es venue cette... est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un médium que tu utilises et que c'est facile pour toi? Est-ce que ça a été un apprentissage pour toi de pouvoir le développer? Comment tu nourris également ton inspiration au fil des ans? Voilà. Alors, l'écriture n'était pas une passion avant d'écrire. Celle-là, je n'ai pas eu quand j'étais gamin de journal intime, par exemple. Je n'écrivais pas énormément. Mais j'ai été amené à beaucoup écrire sur le plan professionnel quand j'étais consultant. Je devais écrire beaucoup de rapports, notamment sur le plan psychologique, où je devais rédiger des textes pour expliquer à une personne comment elle fonctionnait, par exemple au niveau de sa personnalité. Et c'était une écriture qui était très exigeante parce qu'il ne fallait pas prendre le risque. À la fois, je donne les messages, je délivre des messages, et en même temps, il fallait faire attention de ne pas risquer de blesser les gens, de les vexer. Donc, c'était très exigeant comme écriture, mais c'était un travail. Je ne l'ai pas fait par plaisir, je l'ai fait plus par devoir, je dirais, et je l'ai fait énormément. J'ai écrit des milliers de pages comme ça. Et le plaisir est venu après. C'est-à-dire après avoir écrit énormément comme ça par devoir, par exigence professionnelle, ben, un jour, j'ai réalisé que j'aimais ça, en fait. Donc, c'est venu comme ça, c'est assez amusant. Quand j'ai décidé d'écrire un livre, eh bien, c'était vraiment par désir de partage. Je me disais, c'est une des valeurs fondamentales chez moi, en moi. Je voulais partager des choses qui me semblaient utiles pour tout le monde.
je me disais, voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir me former à gauche et à droite en sciences humaines. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes, et notamment des sages, des philosophes qui m'ont nourri. Et tout le monde doit avoir accès à cette information. On ne peut pas la garder pour soi, il faut la diffuser, il faut la partager. Donc j'ai décidé d'écrire un livre pour ça, quoi. Donc ça, c'était ma volonté. Mais comme j'ai voulu écrire sous la forme d'un roman, parce que ça me semblait un moyen assez efficace de partager des idées et plus agréable pour le lecteur que juste en écrivant un guide ou un essai. Ça, par contre, je ne savais pas si j'en étais capable. Je ne savais pas. Donc je me suis lancé, moi aussi, je n'ai pas écouté ma peur, je me suis lancé et j'ai découvert que finalement, ce n'était pas si dur que ça et que là aussi, je pouvais y prendre un certain plaisir. Donc j'ai eu grand plaisir à écrire mon premier livre. Et puis tellement que j'ai eu envie de continuer, en fait, de continuer de partager des idées. Alors après, il y avait une autre question sur l'inspiration. Comment je trouve l'inspiration? L'inspiration, elle vient d'une chose pour moi qui est le travail, le fait de se documenter. C'est-à-dire, je lis énormément. Je lis énormément. Bon, j'ai du temps parce que j'ai pas de télévision, par exemple. Donc ça me laisse beaucoup de temps pour lire. J'écoute quand même la radio. En fait, il faut que je me nourrisse. Et c'est parce que je me suis beaucoup nourri, je me suis beaucoup rempli quelque part qu'à un moment donné, par rapport à tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu intégrer, ben, il y a des choses qui, moi, me parlent plus que d'autres et qui me donnent envie de partager à nouveau. Donc, en fait, mon métier, c'est finalement de repartager des choses que j'ai pu découvrir ou des choses qui ont été des sujets de réflexion qui m'ont amené à réfléchir moi-même et puis à creuser certains sujets. Et après, je sens monter l'envie de partager. Et l'inspiration, après, il y a aussi, alors ça c'est l'inspiration pour les thèmes, et l'inspiration pour les histoires, bon, me vient beaucoup. Alors, je ne sais pas trop d'où ça vient, c'est un peu mystérieux, mais je pense que ça vient pas mal de mon vécu. Moi, j'ai pris la plume à 40 ans, donc j'ai tout un vécu. Je vous ai parlé un peu de ma vie, de mes échecs, tout ça. Donc j'ai tout un vécu dans lequel je puise abondamment, évidemment, pour créer mes histoires. Il y a un certain nombre de questions autour euh, par rapport aux enfants, comment accompagner les enfants à trouver leur voie, à trouver leur rêve et à le construire. Et il y a une partie autour de ça, il y a une partie aussi autour des, on va dire, un peu plus vieux ou un peu plus jeunes, c'est-à-dire de la tranche de 20-30 ans, à cette jeunesse qui est en train de se découvrir également, en train de mûrir. Quel message on pourrait leur transmettre et comment on peut les accompagner à vivre dans l'essentiel. Ok. Alors, pour les enfants, plusieurs choses. Il y aurait énormément de choses à dire sur l'éducation des enfants. Puis je ne suis pas un spécialiste, je peux vous dire le fruit de mes réflexions à l'heure actuelle. Il y a plusieurs choses. Une chose vraiment importante pour les enfants, et je pense que maintenant c'est quand même une idée qui est communément partagée, qui est c'est très important qu'ils se sentent aimés. Je dis bien qu'ils se sentent, parce on peut aimer ses enfants sans que l'enfant se sente aimé. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai perdu mon père il y a 14 ans, et aujourd'hui je sais qu'il m'aimait. Mais quand il était vivant, je n'en étais pas sûr, en fait. Pourquoi? Parce que mon père était assez froid, c'est un homme très exigeant, très exigeant avec ses enfants, qui ne montrait pas ses émotions, qui ne montrait pas ses sentiments. Et du coup, moi, je ne me sentais pas aimé. Et ça, c'est dur en fait pour un enfant. Un enfant a besoin de se sentir aimé. Ça, c'est une chose. Après, moi, les gens de ma génération, en tout cas en France, au Maroc, je ne sais pas, on était élevés par des enfants, des parents très exigeants qui avaient tendance à nous réprimander dès qu'on faisait des erreurs, dès qu'on avait une mauvaise note à l'école, etc. Donc ça, c'est très mauvais pour la confiance en soi. Et quand on se retrouve soi-même parent, moi je suis parent aujourd'hui, comme vous le savez, puis on a tendance à faire un peu le contraire. Ça, c'est un mouvement naturel. Et quand il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé dans notre vie, dans notre enfance, une fois par an, on fait le contraire. Donc, il y a une sorte de mouvement de balancier. Et il faut comprendre que quand une chose n'est pas bonne dans la vie, l'inverse est rarement bon. Et donc, il faut essayer de trouver un juste milieu. Donc, moi, j'ai tendance, en tant que papa, à faire beaucoup de compliments à mes enfants, à mes filles, dès qu'elles réussissent quelque chose, leur dire ah, bravo, c'est très bien, etc. Alors, c'est très bon pour l'estime de soi, d'accord, c'est bon pour la confiance en soi. Il y a aussi des effets pervers par rapport à ça. C'est-à-dire, si vous dites en permanence à vos enfants tout ce qu'ils font de bien, tout ce qu'ils réussissent de bien, eh bien, en fait, ils risquent de s'identifier à la réussite et du coup ne pas accepter l'échec. Alors que, je vous le disais à maintes reprises, l'échec fait partie de la vie. Si on n'accepte pas l'échec, on ne fait pas grand-chose dans sa vie. Parce que c'est quand on se lance dans un projet, ben,
on accepte la possibilité d'échouer. Et à un moment donné, d'ailleurs, on va rencontrer des petits ou des grands échecs. Il va falloir les surmonter, il faut aller au-delà. Et si l'enfant est élevé en permanence avec un message des parents qui est « tu réussis tout, mon fils ou ma fille, et tu es quelqu'un de fantastique, tu réussis tout », en fait, on est en train de lui dire « tu es la réussite, donc tu ne dois pas échouer ». Et en fait, ce n'est vraiment pas un cadeau qu'on leur fait à ce moment-là. Donc aujourd'hui, moi, je suis en train d'essayer de me corriger dans l'éducation des filles, en étant moins dans je les complimente pour tout ce qu'elles réussissent dès qu'elles réussissent quelque chose, et plutôt je les complimente pour l'effort qu'elles font, et pas tellement pour ce qu'elles réussissent. J'essaye, mais c'est dur, hein, parce que moi, j'ai vraiment envie de les complimenter pour ce qu'elles réussissent, quoi. Et j'essaye vraiment de leur dire, OK, là, je vois que tu fais un effort. Par exemple, j'ai une fille qui fait du piano, la petite de 11 ans, quand elle déchiffre un morceau, c'est difficile de déchiffrer. Donc, je vais la complimenter pour l'effort qu'elle fait, et pas juste pour le fait qu'elle joue bien. Parce que ce n'est pas un cadeau que je lui fais si je la complimente sur ses résultats. Plus la complimenter sur le chemin, sur le fait de travailler finalement. Donc ça, il y a une vraie piste par rapport à ça, qui rejoint ce que j'ai évoqué un peu plus tard dans notre atelier sur la notion d'épreuve. Donc finalement, l'enfant, il ne faut pas forcément qu'il ait une enfance très facile. Il faut aussi qu'il affronte des épreuves. Et l'une des épreuves qu'un enfant peut facilement affronter, si le parent le permet, c'est l'effort. L'effort de travailler à l'école, par exemple. Pas seulement complimenté pour une bonne note, mais complimenté pour l'effort. Tiens, j'ai vu que tu as bien travaillé tes mathématiques ou ton histoire, je ne sais quoi, ça c'est bien, je te complimente pour ça, je valorise le fait que tu te mettes au travail. Donc plutôt encourager l'enfant à faire des efforts, à travailler, plutôt que le complimenter uniquement sur ses résultats. D'accord? Voilà ce qui me vient à l'esprit. Après, il y aurait plein de choses à dire, mais ça, ce sont des choses qui sont assez essentielles, je pense. Après, par rapport au fait de leur permettre de trouver sa voie, je pense que notre rôle en tant que parents, en tant que parents, c'est de ne pas projeter nos propres rêves qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre sur nos enfants, pas leur demander de réaliser nos propres rêves non réalisés, mais être très à l'écoute de leurs talents. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ils ont des talents, nos enfants, et il y a des choses qu'ils aiment faire. Et si je les laisse suffisamment libres de choisir et que je suis à leur écoute, je peux réaliser qu'ils sont attirés par tel ou tel domaine. D'accord? Et à ce moment-là, à moins de mettre de côté mes peurs, moi par exemple, ma fille aînée est très attirée par la littérature, le monde du cinéma. C'est quand même très flippant quand on est parent, parce qu'on sait que c'est très très dur de gagner sa vie dans ce domaine. D'accord? Oui, mais je sens un véritable appel en elle. Donc, moi, il faut que j'ai du courage et me dire, OK, ce sera peut-être dur pour elle de gagner sa vie dans ce domaine, mais en même temps, si elle a un appel, je dois l'encourager dans ce domaine. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que parent. Vous voyez, j'en ai une autre qui est attirée par la médecine. Ok, vas-y, ma chérie, tu es capable. D'accord? Si tu le veux, tu le peux, quoi. Et pareil pour les loisirs. Ma petite fait du piano. Ok, eh bien, je dois l'encourager. Je ne dois pas la forcer à aller dans ce domaine, c'est son choix. Par contre, je dois l'encourager. Et l'encourager, et notamment à faire des efforts, parce que un instrument de musique, pour ceux qui en pratiquent, vous savez que c'est très exigeant. C'est l'enfant, à un moment donné, il peut tenter de laisser tomber. Et là, je vais la rappeler à son choix. Ça a été son choix de faire du piano, donc il faut qu'elle en fasse, quoi. Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle fasse ses gammes. Ce n'est pas que du plaisir, une fois de plus. Donc, mon rôle est de la remettre dans son chemin. C'est elle qui choisit le chemin, mais mon rôle en tant que parent, c'est de l'encourager à faire des efforts dans ce chemin. Vous voyez? Pour les jeunes de 20 ou 30 ans, moi, je dirais, alors ça dépend beaucoup de la situation, mais là aussi, écouter leur cœur, savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils choisissent, c'est leur choix. Et après, les encourager à faire des efforts pour aller dans cette direction. Parce que dans tout domaine et à tout âge, il faut faire des efforts pour pouvoir réaliser le projet, ce qui me tient à cœur. Et la génération des 20-30 ans, en tout cas en France, au Maroc, je ne sais pas, ils ont tendance à être un petit peu cool la vie et à abandonner ou zapper sur autre chose dès qu'il y a des efforts à faire ou dès qu'il y a des difficultés ou des petits échecs. Alors dire, non, l'échec, ça fait partie de la vie, il faut t'accrocher, mon vieux. Si c'est ce que tu veux faire, vas-y, accroche-toi et travaille, quoi, et fais des efforts. Et ça, c'est vraiment un discours dont les jeunes ont besoin entre 20 et 30 ans, en tout cas en France. Merci beaucoup, Laurent, vraiment d'avoir rappelé cette notion d'encourager les efforts, parce qu'effectivement, tout comme toi, quand tu écris un livre, ça ne vient pas comme ça. Il y a un travail sur soi à faire et c'est dans cet encouragement que notre rôle en tant que parent, pour moi, est important, est essentiel. Il y a une question aussi autour de l'ego. Alors, tu as parlé d'ego sain,
beaucoup de personnes se posent la question. Je vais essayer de synthétiser plusieurs questions. Dans ce monde, en fin de compte, qui est incertain, dans ce monde qui est purement instable, la connexion à son cœur, la connexion à ce qui est essentiel est importante. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre, toi, dans ta vie quotidienne, en tant que, parce que tu es père, mais tu es aussi, entre guillemets, quand même un personnage public, etc. Comment tu arrives à nourrir cette connexion au cœur, cette connexion à l'essentiel? Eh bien, moi, il y a quelque chose qui est assez magique pour moi, c'est la marche dans la nature. Alors, ça peut varier pour chacun, mais moi, la marche dans la nature m'aide à me reconnecter à l'essentiel parce que précisément, elle débranche mon ego. C'est-à-dire que je trouve que lorsqu'on est dans la nature, et si possible la nature la plus sauvage possible, c'est-à-dire quand je vais dans un jardin à la française, moi je ressens rien du tout, quoi, encéphalogramme plat, d'accord. Et quand je vais dans une forêt ou voilà, ou dans votre campagne non cultivée, enfin dans même un terrain vague où il y a des fleurs sauvages, quand je suis dans une nature la plus sauvage possible, eh bien c'est comme si je me reconnectais justement, je retournais à ma place. Et je sentais que je n'étais que un membre de la biosphère, quelque part, que un membre de l'univers. Et donc, ça débranche totalement mon ego. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir de rêve de grandeur ou de réussite littéraire, de je ne sais quoi, quand je suis dans la nature. Dans la nature, je réalise que je ne suis qu'un être vivant parmi des milliards d'autres êtres vivants, d'insectes, d'animaux, de plantes, etc. Et je me sens paradoxalement bien, justement en débranchant mon ego. Je sens que le fait de réaliser que je ne suis qu'un petit être vivant parmi tous les autres, ben en fait, c'est quelque chose qui est très agréable. Là où notre ego, en nous, nous pousse à exister, à réussir, et si possible mieux que les autres, pour prouver notre valeur, etc. En fait, ça nous rend malheureux, mais on ne s'en rend pas compte. Et pour moi, la nature m'aide à me remettre à ma place, réaliser que je ne suis qu'un petit être vivant. Et en fait, il y a une vraie jouissance par rapport à ça. Mais il faut vraiment l'expérimenter pour le comprendre. Il y a une vraie jouissance à revenir à notre place. C'est ce que les Amérindiens appellent le grand tout. Nous sommes un élément du grand tout. Et dans la nature, moi, je ressens vraiment cette connexion aux autres. Quand je dis aux autres, ce n'est pas que les autres êtres humains, mais je me sens ma connexion à la nature, aux animaux, aux plantes. Et vivre cette connexion est quelque chose de jouissif. Les bouddhistes, ils ont une métaphore qui est très forte pour exprimer ça, et exprimer l'abandon de l'ego, mais la joie qu'il y a à abandonner l'ego, c'est la métaphore de la vague et de l'océan. C'est-à-dire, si vous allez au bord de la mer, vous regardez la surface de l'océan et vous repérez une vague. Vous pouvez prendre une photo, vous prenez une vague. Et vous pouvez prendre une vague et vous dire, bah, cette vague, elle est plus belle que celle d'à côté. Peut-être. Peut-être qu'elle est plus grande, qu'elle est plus haute à un moment donné. Peut-être que voilà, les rides que forme l'eau à sa surface font qu'elle peut prétendre être la plus belle. Peut-être que c'est vrai. Et en même temps, vous avouerez qu'elle n'existe pas sans les autres. Elle ne peut pas exister indépendamment de l'océan. Pourquoi? Parce que quelque part, cette vague, elle est l'océan. Et donc, si cette vague avait un ego comme un être humain, elle dirait, voilà, c'est moi la plus belle, la plus grande, la plus ceci. Et en même temps, si elle réalise que oui, mais elle n'existe pas sans le reste de l'océan, et que non seulement elle n'existe pas sans, mais elle est l'océan, à ce moment-là, elle va accéder à un autre niveau de conscience où elle va ressentir qu'elle est ce grand tout. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement jouissif, parce que être une belle vague, même une très belle vague, c'est chouette, mais être l'océan, waouh, c'est juste une sensation extraordinaire. Et je trouve cette métaphore très belle parce qu'elle nous permet de ressentir, et c'est vraiment une question de ressentir, ce n'est pas intellectuellement une compréhension intellectuelle, c'est ressentir que lorsqu'on lâche prise sur notre besoin d'exister indépendamment des autres, et qu'on juste s'autorise à être l'humanité, donc à laisser émerger l'humanité qui est en nous, et bien en fait, on accède à un bonheur qui nous dépasse complètement, qui est juste extraordinaire. Et je pense que c'est à ce bonheur-là qu'invitent la plupart des religions, même si les messages ont souvent été déformés, dévoyés, etc. Mais c'est à cela, en fait, qu'on peut tous aspirer au fond de nous. Voilà, tu as même un petit coucou du cadet. Une petite question un peu peut-être très terre à terre. On a souvent des rêves, on a tous eu des rêves. Et à un moment donné, vient la contrariété.
entre ce qu'on a projeté, ce qu'on a voulu. Ça peut être vraiment même juste avoir un moment avec notre enfant. Peut-être qu'on l'a imaginé à un certain niveau, d'une certaine manière, mais quand on y est, on le vit d'une autre. Et là, contrariété, souvent, notre élan de vie s'éteint. Je pense que tu as déjà vécu ça. Nous sommes tous des êtres humains. Mais toi, qu'est-ce qui vient? D'abord, tous les jours, on vit des contrariétés. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient pas à contrôler notre vie. On ne peut pas contrôler notre univers. D'accord? C'est peut-être Dieu qui contrôle, si Dieu existe, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce matin, je veux faire une partie de badminton dans le jardin avec une de mes filles et il se met à pleuvoir. Contrariété. D'accord? Je ne peux pas contrôler le temps, quoi. Et donc, en fait, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans notre vie, dans nos vies, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a des rêves, hein, tu le disais tout à l'heure, on a des projets qu'on veut mettre en œuvre, il y a des choses qu'on veut réussir, et puis tout ne se passe pas exactement comme on le voudrait, quoi. Et donc, à un moment donné, la contrariété, c'est une frustration. Et en fait, on avance dans la vie quand on dose bien à la fois de la volonté, c'est-à-dire il faut travailler, on l'a dit, il faut faire des efforts pour avoir ce qu'on veut dans la vie, pour réussir nos projets, pour réussir ce qui nous tient à cœur. Et en même temps, il faut avoir la sagesse de se dire, tout ne se déroule pas comme prévu, je n'obtiens pas forcément toujours ce que je veux, et je l'accepte. Donc c'est un dosage, je dirais, de volonté, de courage, de travail, et d'acceptation, de lâcher prise. Ce qui, d'ailleurs, me permet de revenir à l'éducation des enfants. Là aussi, rendre une enfance trop facile n'est pas un cadeau pour nos enfants. C'est aussi utile que nos enfants expérimentent la contrariété, expérimentent la frustration. Parce que si l'enfant expérimente la frustration, c'est-à-dire, en fait, bon, s'il n'obtient pas tout ce qu'il veut, s'il n'a pas tous les jeux qu'il veut sur le plan matériel, s'il ne passe pas le week-end exactement qu'il aurait voulu, sur ce plan-là, et bien en fait, on va lui permettre d'expérimenter la frustration et de passer au-delà. On va lui apprendre à gérer sa frustration. Beaucoup d'enfants, à notre époque, ne savent pas gérer la frustration parce que ce sont des enfants rois et on leur donne tout ce qu'ils veulent. Et en fait, là aussi, on ne leur fait pas un cadeau parce que dans la vie, quand ils seront adultes, ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Et notre bonheur viendra vraiment de ce mix de volonté, de travail et d'acceptation de ce qui ne se déroule pas comme on l'aurait souhaité. Alors, je partage comme ça, mais en ce moment, je médite beaucoup sur cette question de contrariété parce que je la ressens parfois, mais aussi autour de moi, des personnes la vivent. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est l'acceptation, premièrement, et après, qu'est-ce qui est essentiel en fin de compte? Ça, oui, on avait prévu de jouer au badminton, mais est-ce que c'est ça le plus important ou c'est de passer du temps avec ma fille qui est important et comment se réadapter avec ce que la vie nous offre? Par exemple, un exemple qu'on a tous en commun, c'est en France depuis 2 mois, au Maroc, je ne sais pas, on est confiné. Moi, je n'ai pas le droit de sortir de chez moi sans un papier qui indique pourquoi je sors et j'ai le droit de sortir soit pour faire un petit peu de sport, soit pour aller faire des courses et encore, j'ai pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez moi et plus d'1 heure. Enfin, c'est très contraignant, quoi. Là, quand on est habitué à une liberté totale, c'est insupportable, d'accord? Ça fait 2 mois que ça dure en France, 2 mois qu'on est confiné. Je ne sais pas si vous avez de telles contraintes au Maroc. Nous, on vous a suivi pratiquement à une semaine près. Nous, ça va continuer encore un peu plus que vous et les contraintes sont encore un peu plus importantes. D'accord. Donc, c'est pas drôle. On n'est pas content. Contrariété, n'est-ce pas, Karim? Contrariété. Eh bien, en fait, moi, quand je suis rentré en cette période de confinement, je me suis dit, oh là là, ça va être dur, quoi. Bah, ça fait 2 mois qu'on est confiné. Honnêtement, je suis pas malheureux. Je suis pas malheureux et j'ai même découvert des choses. J'ai découvert que finalement, j'avais plus de temps avec ma famille et c'est quand même assez génial. Et j'en tire vraiment une grande satisfaction. J'ai découvert aussi que du coup, comme on ne prend plus notre voiture, l'air est quand même beaucoup plus pur. Et ça, c'est une vraie jouissance. J'ai découvert que je pouvais voir plus d'étoiles le soir quand je sors dans mon jardin que d'habitude. Bref, il y a des tas d'effets positifs à ça. Et puis, j'ai découvert aussi que finalement, il y a des gens dont on ne s'occupe pas d'habitude qui ont quand même un rôle important. Par exemple, les éboueurs continuent de travailler alors que les autres ne travaillent pas ou sont en télétravail. Les éboueurs continuent de prendre les poubelles. C'est quand même extraordinaire. Résultat, les gens, et moi le premier, on met un petit mot sur un papier, on met merci, puis on colle merci sur la poubelle. On dit merci à ces gens-là. D'habitude, on ne leur dit pas merci, on ne les voit même pas. On va se prendre les poubelles à 6 heures du matin, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent, ces gens-là. On ne leur dit pas merci, parce qu'on se dit ils font un métier, ils sont payés, puis voilà. C'est extraordinaire, en fait, ces messages de gratitude.
sais pas si c'est pareil pour vous, mais à 20h, tout le monde sort ici, sur le pas de sa porte, et puis applaudit, ou va à sa fenêtre, si on a un appartement, puis on applaudit les personnels soignants, parce qu'on sait qu'ils bossent comme des fous en ce moment, et ils sauvent des vies. Donc tout le monde sort. Donc, il y a ces expressions de gratitude. Mais ça, c'est quand même le meilleur de l'humanité qui s'exprime. Et ça, il n'y avait pas ça avant. Et donc finalement, ces 2 mois de confinement, alors que vraiment j'angoissais un petit peu quand ça a été annoncé, ces 2 mois de confinement nous ont permis de ressentir des choses qu'on n'aurait pas vécues sinon. Donc il y a des tas d'effets positifs aussi à ça. Déjà, la première, hein, vraiment, pour un certain nombre d'entre nous, tous ceux qui sont là, c'est gratitude pour ce confinement parce que ça nous a permis de passer du temps avec toi. Et ça, c'est déjà formidable. Euh, euh, là, pour toi, ça fait quand même un petit moment qu'on est avec toi, quel est, ben effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce qu'on vient de vivre pendant ces mois de confinement qui pourrait nous permettre d'aborder notre avenir, notre vie quotidienne, mais notre avenir de la meilleure des manières. Je vais la coupler à une autre question parce qu'elle est, je l'ai trouvée très intéressante. Souvent, les personnes ont une confusion entre l'essentiel, c'est-à-dire pour eux, l'essentiel, c'est le plaisir, c'est quelque chose qu'on aime, et versus les obligations. On est peut-être parents, on doit s'occuper de nos enfants, on doit gagner de l'argent, etc. Il y a une confusion, alors que je pense que tant qu'on divise les choses, eh ben, c'est pas bon. On a besoin de réconcilier nos obligations, les intégrer dans ce qui est essentiel pour nous. Donc, je t'invite à, à faire cette réconciliation. Toi, comment tu la vois, cette réconciliation entre eux? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on peut avoir tendance à segmenter notre vie, alors qu'en fait nous sommes un, quoi, évidemment une seule et même personne. Et donc ça veut dire que notamment c'est intéressant, euh, c'est même judicieux lorsqu'on peut pouvoir continuer d'exprimer qui l'on est et notamment d'exprimer nos valeurs et ce qui compte pour nous sur le plan professionnel, et qui n'est pas juste un mois à la maison et un mois au travail. D'accord. Donc, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. On a dit que parfois, c'est nécessaire soit de changer de métier, soit de changer un peu la façon dont on travaille, sans changer de métier, quoi, de façon à être plus en harmonie. En fait. Pour moi, ce qui est assez pertinent dans la vie, c'est d'avoir un alignement entre ce que je fais, mes compétences, ce que je sais faire, et puis mes valeurs, et finalement qui je suis, qu'il y ait une espèce d'alignement, et que je ne sois pas écartelé entre d'un côté, moi je suis voilà, quelqu'un comme si j'ai telle valeur, et en même temps je fais des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ces valeurs, par exemple pour gagner ma vie, etc. Et ça, c'est difficile. Donc, ce qui est intéressant, c'est au maximum de viser cet alignement entre mes valeurs, qui je suis, mes valeurs, mes compétences et mes comportements dans le monde dans lequel j'évolue. D'accord. Le confinement, et ça c'est ta première question, le confinement en fait amène et a pu amener, en tout cas chez beaucoup d'entre nous, je pense, une prise de conscience justement de nos valeurs les plus essentielles, de qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie. Moi, au début du confinement, je me disais ça va être dur parce que je ne vais plus pouvoir aller au resto de temps en temps avec ma femme et donc me payer du plaisir finalement. D'accord. Et là, je suis confiné, je reste chez moi. Et finalement, en fait, l'effet était assez surprenant pour moi. J'ai réalisé que finalement, ça ne me manquait pas. Au début, je me dis, ça va être dur, comme moi, tous les jours, je vais me prendre un café en ville, de temps en temps sur un petit resto, etc. J'aurais pu tout ça. En fait, ça fait 2 mois que je suis confiné à la maison et ça ne me manque absolument pas. Ça veut dire quoi? C'est là que j'ai réalisé que finalement, ce n'était pas très important dans ma vie. Je pensais être plus dépendant que je ne le suis en réalité de ce genre de plaisir, de la consommation en général. Et ça, je pense qu'il y a un véritable espoir pour l'humanité, puisqu'on est très, très nombreux quand même sur la surface de la planète à avoir été confinés et à l'être encore. Et bien, en fait, d'avoir eu cette chance de réaliser que ce modèle que l'Occident est parvenu à exporter dans le monde entier, en faisant croire au monde entier qu'il fallait consommer pour être heureux, là, on a 2 mois, on a 2 mois pour réaliser que finalement, c'est pas si important que ça, quoi. Et finalement, le simple fait d'être avec ses proches, avec sa famille, c'est ça qui nous rend vraiment heureux. Moi, ce qui m'a le plus manqué pendant ces 2 mois de confinement, c'est de ne pas voir mes amis, par exemple, de ne pas avoir des relations avec des gens, pas pouvoir les toucher et les voir. C'est ça qui m'a manqué. Donc, j'ai vraiment, vraiment réalisé que le plus important dans l'existence n'était pas consommer des plaisirs,
alors que toute la société est organisée pour me pousser à ça, avec la publicité où tous les jours on essaie de créer en moi des envies et des besoins que en fait je n'ai pas. Donc il y a un vrai espoir. Et en quoi c'est un espoir? Parce que on sait bien aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on ne peut pas continuer sur le même modèle. On ne peut pas juste consommer, 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 parce qu'on est 7 milliards à vouloir consommer et qu'il faudrait plusieurs planètes pour pouvoir ça. Pour pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à ça, ce n'est pas possible. Donc, de gré ou de force, on va devoir changer notre mode de vie. Et finalement, ça va pas être une souffrance, puisqu'on va on va se recentrer sur ce qui est en fait essentiel, à savoir les relations humaines et le fait de s'épanouir dans nos actes. Et ça n'abîme pas la planète. En ce moment, mon credo depuis le début de ce confinement, c'est de dire que mon rêve, c'est qu'on passe d'une société de consommation à une société d'engagement. Et quand je parle d'engagement, comme tu as dit, ça va même à la notion de relation. J'en parlais avec mon fils aîné. Il a 14 ans, je lui dis, mais tu sais quoi, à 14 ans, tu es capable de sortir et d'aller travailler. Donc, si tu as envie d'être dans cette maison, il faut y participer. Si tu as envie qu'on passe du temps ensemble, on participe à tous les niveaux, on s'engage à tous les niveaux. Et ce n'est pas que dans notre famille, c'est aussi dans notre société. Et je remercie beaucoup déjà tous les modérateurs, tous les partenaires, l'agence Q, CVM, Lamia également, et également Horizon pour nous permettre d'organiser tous ces moments, de pouvoir se retrouver ensemble. Il y a également la semaine prochaine, dans le cadre de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, c'est le 16 mai, on organise une conférence avec la nonne Kankyo Tanier et Idriss Aberkan. Tous les deux vont venir pour intervenir sur la question de comment construire cette société de paix et de vivre ensemble en paix. Laurent, j'ai pas de mots pour toi. Vraiment, j'ai pas de mots. J'ai juste une émotion à te transmettre. Voilà, merci beaucoup. C'est un beau moment, un grand moment qu'on a vécu. Pour moi, c'est très symbolique que tu puisses faire cette intervention parce que des personnes comme toi peuvent aider l'humanité et la société à évoluer et que ta voix puisse être entendue au Maroc. Et c'est au-delà de ta voix, parce qu'on a tes écrits, les gens t'ont lu, les gens te connaissent, mais c'est que ton énergie soit ici également, c'est quelque chose pour moi de très précieux et très important. Un grand merci, Karim, et merci à tous de votre participation active. Je vois tous vos messages qui défilent. Voilà, moi, j'étais très heureux de partager ce moment avec vous. Et donc, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et pour chacune de vos vies. Et tiens, dernière question, tu es en train d'écrire là? Pardon? Tu es en train d'écrire là? Tout à fait, oui. C'est quoi le sujet? Je suis toujours très secret. Mais c'est en gardant le secret, ça donne la puissance à ce qu'on va partager avec toi dans quelques temps. Une sorte de superstition, en fait. C'est vrai, je reste toujours très secret jusqu'au dernier moment. Super. Belle écriture, passe vraiment un magnifique moment dans ces moments d'intériorisation et de production. Passe de bons moments avec ton épouse et tes filles. Plein de belles choses à toi et longue vie à toi, longue vie à vous tous. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de contribuer, si vous avez envie d'aider à ce que notre Maroc, notre humanité puisse changer, n'hésitez pas, proposez des actions et nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup, Laurent, et bye bye à tout le monde. Plein de belles choses. Belle fin de journée. Merci. Belle soirée. Belle soirée à vous.